Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Tu l'auras vu au titre, dans l'épisode du jour, j'ai décidé d'être aussi calme, rationnel et pondéré que ces êtres suprêmes qui nous gouvernent. Plus sérieusement, on entend régulièrement annoncer que l'écriture inclusive, l'interdiction des violences conjugales, ou peut-être même les claquettes chaussettes, on sait plus à force, c'est une menace pour la civilisation, un péril mortel, que dis-je, la fin du monde. Et à la base, comme beaucoup de gens, ce type de discours, ça avait le don de me faire rigoler très très fort, parce que niveau alarmisme ridicule, on fait pas beaucoup mieux. Et puis, une fois les courbatures aux abdos passées, à force de lire, d'apprendre des trucs, je me suis rendu compte que c'est pas complètement faux en fait. Et par là, je veux dire que c'est même complètement vrai. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi. Et aussi, on va voir que c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus, question de point de vue. Au début de ma réflexion, j'étais partie sous l'angle de l'écriture inclusive, péril mortel de nos apprentis lexicographes, je veux dire des académiciens. Et puis, une fois mes antennes dressées, je me suis rendu compte que ces histoires de menaces pour, au choix, notre société, notre civilisation, et pourquoi pas la fin du monde et l'extinction de l'espèce humaine tant qu'on y est, elles sont sorties à toutes les sauces. Au pif et sans ordre particulier, la sexualité féminine, le rejet du mariage et de la monogamie, l'écriture inclusive, les familles recomposées, les personnes queer, le divorce, le mot autrice, les femmes qui gagnent mieux que leur mari, l'interdiction de la fessée, les pères au foyer, l'autorité parentale partagée, le féminisme, l'antiracisme, l'avortement et la contraception, le mouvement MeToo, l'égalité, oui, même ça. Tout ça, ça menace notre civilisation à nous net. Alors commençons par poser les termes. C'est quoi une civilisation ? Les civilisations, c'est comme les royaumes. J'ai jamais bien compris. Tout le monde a l'air d'être d'accord sur ce qui est une civilisation et ce qui ne l'est pas. Mais en fait, comment on décide et qui décide ? Si tu prends la définition du DICO, le premier résultat dans Google c'est, je cite, l'ensemble des caractères communs aux sociétés les plus complexes, l'ensemble des acquisitions des sociétés humaines, et c'est opposé à nature et barbarie. Plus complexe. Dans le genre mesure au doigt mouillé, ça se pose là. Plus complexe que quoi ? Que la nature ? On sait pas. Et en définition secondaire, on a, je cite toujours, l'ensemble des phénomènes sociaux, religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, techniques d'une grande société. Grande, donc, c'est la taille qui compte ? Si un petit groupe développe des techniques dans son coin, ah ben non, désolé, ça compte pas. Bravo pour la précision. J'ai continué à creuser donc. Certains vont associer la naissance des civilisations à l'apparition de technologies comme l'agriculture ou la métallurgie. Moi, quand je lis tout ça, j'ai l'impression qu'on prend un peu les non-civilisés, mettez tous les guillemets que vous voulez, pour des cons qui sucent des cailloux. C'est là que la question « qui décide de ce qui constitue une civilisation ou pas ?» me paraît centrale. Est-ce que c'est surtout des scientifiques occidentaux qui décident de leur point de vue des critères qui sont vraiment importants à prendre en compte et ce dont on se fout un peu ? Tu les vois arriver au grand galop, les problèmes ? Ce genre de terme est assez glissant, car le dérapage idéologique, et par là je veux dire notamment raciste, n'est jamais très loin. Comme à chaque fois qu'il y a un moyen de créer une hiérarchie et de se coller au sommet, il y en a qui se privent pas. L'autre souci du principe de civilisation, c'est qu'il est présenté comme un idéal à atteindre. Civilisation ou barbarie ? Tiens, je vais l'ajouter à ma collection de dualisme à côté de la plaque. Et comme c'est mieux, on a un devoir moral d'aller coloniser, je voulais dire civiliser les autres et leur dire quoi faire, à coups de fusil si nécessaire. On parle alors de mission civilisatrice, sonner au bois, résonner musette. Petite astuce, si tu veux coloniser un endroit, y a qu'à dire qu'il est occupé par personne, ou par des barbares. Tadam ! C'est pratique, hein ? Cette dichotomie permet aussi de déshumaniser celles et ceux qui sont, entre guillemets, en dehors de la civilisation. Et vu que notre civilisation, c'est trop bien, c'est la mieux, il faut surtout rien changer. On en a de la chance, de vivre dans le boss final de la civilisation quand même. Quel heureux hasard. Une fois qu'on a dit tout ça, tu seras ravi d'apprendre qu'apparemment les scientifiques utilisent de moins en moins ce terme et préférant parler de culture.
Malheureusement, le concept de civilisation est encore bien présent dans le langage courant, les médias conservateurs, tout ça. Avec ces définitions courantes, j'avais toujours pas répondu à ma question. Donc pour creuser un peu plus sérieusement, je me suis tournée vers Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber et David Wengrow, dont je t'ai déjà parlé plein de fois, et si tu l'as pas encore lu, je ne peux que te recommander de foncer. Une fois encore, les deux compères ne m'ont pas déçu et parlent un peu plus sérieusement de ce concept de civilisation. Spontanément, quand on pense civilisation, en fait, on pense surtout à des grands empires stratifiés, par exemple Rome, les Incas, l'Égypte antique, et vastes sur le plan territorial, des empires urbanisés avec de la violence, une forme ou une autre d'autoritarisme, typiquement des rois, des empereurs et autres présidents jupitériens, et une subordination totale des femmes. Mais ça, en fait, c'est qu'un modèle parmi d'autres. Comme nous le rappellent les deux auteurs, étymologiquement, civilis, qui donne donc le mot civilisation, traduit plutôt une idée d'entraide, de coopération, d'entente politique, de vivre ensemble tout simplement. Et ensuite, ce vivre ensemble permet collectivement de développer des techniques ou des rites, des systèmes politiques, tout ce qu'on veut. Et c'est là qu'on a un petit plot twist. Pour mieux expliquer, je vais plutôt te citer un passage de Au commencement était. La citation est un peu longue, mais je trouve qu'elle permet de bien comprendre. Et je rappelle que tu trouveras le transcript sur le blog si tu as besoin de la relire au calme. Donc je cite Graeber et Wengrow. Sitôt que l'on adopte cette acception beaucoup plus juste du terme, on se rend compte que la civilisation est centrée sur les femmes, leur labeur, leurs préoccupations et leurs innovations. Tenter de cerner leur rôle dans des sociétés dépourvues d'écriture exige souvent de décrypter des indices restés imprimés, au sens propre, dans le tissu de la culture matérielle, notamment sur les céramiques peintes qui imitent autant les motifs textiles que le corps féminin par leur forme et leur structure décorative élaborée. Des connaissances mathématiques complexes comme celles qui transparaissent dans les tablettes cunéiformes de la Mésopotamie antique ou le plan général des temples de Chavin de Wantar, pour ne prendre que ces deux exemples, pourraient-elles vraiment être sorties prêtes à l'emploi du cerveau d'un scribe ou d'un sculpteur, tel Athéna jaillissant de la tête de Zeus ? On a du mal à s'en convaincre. Il est beaucoup plus probable qu'elle soit le fruit d'un savoir accumulé à travers les âges par le biais de pratiques très concrètes, comme l'application de la géométrie des solides et du calcul infinitésimal au tissage ou au travail des perles. Ce qu'on a pris jusqu'à présent pour la « civilisation » n'est peut-être que l'appropriation par les hommes, ceux-là même qui gravellent leurs revendications dans la pierre, d'un système de connaissances préexistant centré sur les femmes. Fin de citation. Bisous à ceux qui nous expliquent que les hommes ont toujours tout fait, tout inventé, que les femmes n'ont pas le cerveau scientifique et qu'on doit déjà bien être reconnaissante qu'ils nous tolèrent. Les auteurs enfoncent le clou un peu plus loin, je cite à nouveau Graeber et Wengrow. À l'opposé du mythe de l'inventeur génial, un homme évidemment, concrétisant sa vision tout seul dans son coin, les sociétés néolithiques ont exploité un socle collectif de connaissances accumulées pendant des siècles, essentiellement par des femmes, pour réaliser une série continue de découvertes en apparence modestes mais fondamentales. Beaucoup d'entre elles, ajoutées les unes aux autres, ont bouleversé aussi profondément la vie quotidienne que le métier à tisser mécanique ou l'ampoule électrique. Ainsi, nous profitons de dizaines d'inventions préhistoriques de ce genre chaque fois que nous prenons notre petit déjeuner. Qui fut la première personne à s'apercevoir que l'adjonction à la pâte de ces micro-organismes appelés levures faisait lever le pain ? Nous n'en savons rien, mais parions que c'était une femme, et qu'elle ne serait probablement pas considérée comme « blanche » si elle tentait d'émigrer dans un pays européen aujourd'hui. Fin de citation. Là, on a un portrait un peu plus honnête de ce qu'on appelle sincèrement civilisation, le patriarcat fondamentalement, servi sur son lit d'effet Mathilda avec un coulis de théorie du grand homme. L'inégalité de genre est un pilier de notre civilisation. La remettre en question, c'est défoncer un mur porteur, clairement, parce que l'inégalité, c'est pas un bug, c'est une caractéristique voulue. Dans Les Grandes Oubliées, Titiou Lecoq nous explique aussi que les barbares des Gréco-Romains étaient considérés comme barbares notamment parce que plus égalitaires que les Grecs ou les Romains. Oui, tu me diras, c'est pas non plus un exploit. Je cite Titiou Lecoq. « Cela rejoint l'idée que notre civilisation repose sur la domination, que la domination n'est pas un accident, une erreur de parcours, mais bien l'un des fondements idéologiques de nos sociétés occidentales. Donner des droits aux femmes, les respecter, c'est un truc de barbare.
Alors c'est logique qu'on ne veuille pas trop toucher à notre beau système hérité du droit romain et qu'on défende à tout craint l'inégalité. À commencer par, tu me vois venir avec mes gros sabots, la langue. Au commencement avait aussi été mon point de départ pour expliquer pourquoi l'écriture inclusive est un péril mortel. J'en avais fait une missive inclusive, ma newsletter, voilà fort longtemps, en 2023. Et je vais te la résumer ici. La théorie communément admise pour expliquer l'alarmisme ridicule du péril mortel, c'est qu'ils confondent écriture inclusive et point médian, et le point médian c'est moche, gna gna gna. Mais, et s'ils parlaient bien de l'écriture inclusive dans sa globalité, celle qui vise notamment à nommer et faire exister les femmes plus spécifiquement. Typiquement, le bannissement de termes comme autrice et philosophesse qui permet, tout en se réappropriant les savoirs, d'effacer les créatrices. Ça concerne l'émergence des civilisations que nous connaissons, et surtout ce qu'il y avait avant. Parce qu'avec leur masculin générique, le paysan, le potier, le tisserand, le médecin, le herboriste, si on les écoute, les hommes sont partout, font tout. Sauf la vaisselle, dit-elle avec aplomb alors que c'est même pas elle qui l'a fait chez elle. Mais à l'origine, tous ces artisanats, tous ces savoirs étaient des savoirs traditionnellement féminins. Connaissance des plantes, élevage des animaux, soins, poterie, tissage, c'est des trucs de bonnes femmes. Pour simplifier grossièrement, on peut rapprocher l'émergence de ce qu'on considère comme des civilisations il y a à peu près 5000 ans, avec une réappropriation par les hommes de ces savoirs féminins. Quelques exemples au pif, brûler les guérisseuses taxées de sorcellerie pour faire de la place aux hommes médecins, ou la différence de prestige entre le chef cuisinier et ses armées de femmes qui cuisinent pour leur famille. C'est à ce moment que les femmes ont perdu peu à peu en autonomie. Au lieu d'être des artisanes autonomes maîtrisant leur savoir-faire, elles ont été reléguées au rang d'esclaves ou de salariés exploités pour un salaire de misère, travaillant pour des hommes et leur profit, ça va sans dire. Si on garde cette théorie en tête et qu'on revient à cette histoire de péril mortel de l'écriture inclusive, qui consiste, entre autres, mais ne nous égarons pas, à faire exister les femmes dans la langue, à revendiquer que les femmes peuvent créer, être autrices, agentes, visibles, qu'elles peuvent exercer n'importe quel métier, la preuve, on peut tout féminiser en appliquant les règles de la langue française. Cette peur primaire, elle devient beaucoup moins ridicule. Si civilisation égale patriarcat plus asservissement des femmes, alors oui, probablement que libération des femmes égale fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Moi j'appelle ça un programme alléchant, mais bon. Pour faire le plan de la deuxième partie, j'ai eu envie de remettre au goût du jour une devise qui rend nostalgique nos paniqués de la civilisation. Travail, famille, patrie. Et pourquoi y toucher? C'est bien un péril mortel du coup. Commençons par le travail, que je vais associer à la notion de pauvreté. Parce que j'ai déjà fait un épisode sur le travail et le salaire à vie, c'était l'épisode 12, que je t'encourage à écouter, et dans la foulée aller écouter les conférences de Bernard Friot. On n'y prête pas toujours attention, on se dit que c'est comme ça pourrait pas être autrement, dès que quelqu'un essaye autre chose, c'est un hurluberlu idéaliste. Parce que bon, imagine Marie-Cyprine, si on laisse les pauvres glandouiller, où ira-t-on, je te le demande? Et donc on oublie que c'est un pilier de notre société aussi, le travail, qu'il ne va pas de soi. Patron, ça a la même racine que patriarcat, et donc père, et patrie aussi. Je vais pas répéter tout le raisonnement de l'épisode 12, sinon on va pas s'en sortir, mais repenser le travail, travailler moins, différemment, choisir ce qu'on produit ou pas, au lieu de laisser une poignée de milliardaires décider, au hasard, de produire et exporter des armes qui vont servir à tuer des enfants pendant qu'on les regarde du haut de notre impuissance. Ça aussi, ça changerait complètement notre monde, tout comme le fait de décorréler notre valeur personnelle de notre travail. Plutôt que de me répéter, je vais ajouter au raisonnement de l'épisode 12 la notion de pauvreté, qui en fait est aussi une invention économique, et ne décrit pas une réalité absolue et inévitable. Les pauvres ne sont pas pauvres parce qu'ils et elles ne travaillent pas, c'est même plutôt l'inverse. Et tout travail n'entraîne pas une rémunération tout court ou une rémunération proportionnelle à l'effort. Quand je disais en intro que l'égalité c'est aussi dangereux pour notre civilisation, au-delà du fait que notre civilisation est basée sur la domination et le contrôle, c'est aussi à ça que je faisais référence. La pauvreté, c'est pas une question de richesse, mais de statut social et de relations, ou leur absence, parce que dans notre société, la pauvreté isole généralement l'absence de relations pouvant être autant une cause qu'une conséquence de la pauvreté.
Cette pauvreté, c'est pas une fatalité, c'est un produit de la civilisation. On pourrait l'opposer par exemple à une égalité solidaire face aux difficultés. L'égalité économique, c'est comme pour l'égalité de genre, c'est contraire à la civilisation. L'argument de la pauvreté, il sert à plein de trucs. Par exemple, te faire peur pour te pousser à bien travailler à l'école au lieu de rêver, puis à travailler dur au boulot, pour pas être pauvre, et comme tu t'es bien crevé à la tâche, t'as plus trop l'énergie de protester. Ça sert aussi à justifier des politiques dégueulasses, de la répression des chômeurs et chômeuses à l'eugénisme, parce qu'il faudrait pas que les pauvres se reproduisent trop non plus. Il n'y a de pauvreté que dans un système fondé sur la rareté et la hiérarchie. Deuxième facteur, la famille, à laquelle on va ajouter la figure du père. Sur la famille, c'est clair qu'on va ne faire qu'effleurer le sujet, car il y a tellement à dire que ça méritera au moins un épisode, sans doute plusieurs. Parce que la famille est en danger, panique à bord. Entre les droits des personnes LGBTQI+, et même la simple reconnaissance de leur existence, si on réfléchit bien. L'IVG, le divorce, la fin du code Napoléon et j'en passe, c'est la catastrophe. Mais bon, finalement, ça ne menace que la famille patriarcale, nucléaire, centrée sur la toute-puissance paternelle. Tiens, par exemple, citons maintenant Rose Lamy dans En bon père de famille. Dans son ouvrage Le suicide français, Éric Zemmour estime d'ailleurs que la disparition de la notion de chef de famille signe, entre guillemets, la fin de la famille occidentale, puisque selon lui, l'homme a, entre guillemets, besoin de dominer pour se rassurer sexuellement et les femmes d'admirer pour se donner sans honte. Non, il n'y avait pas moyen de la dire sans rigoler celle-là. Bref, on l'avait déjà évoqué dans un précédent épisode, mais véritablement remettre en question la figure dominante du père dans notre société, ça changerait vraiment tout. Tiens, prenons le slogan « Un papa, une maman » par exemple. Ce schéma est indispensable pour le maintien des pères, des chefs de famille en tant qu'entité dominante. Mais ça sert à rien pour l'éducation des enfants, on est bien d'accord. Prétendre le contraire, par contre, ça passe un peu mieux comme programme politique que « on veut continuer à pouvoir battre et violer nos femmes et nos enfants », tant qu'on viendra. Dans La loi des pères, Patrick Jean réfléchit un peu au coût que ça aurait d'arrêter les violences sexuelles sur les enfants. Vraiment. Déjà, il y aurait une explosion du coût économique, parce qu'il faudrait multiplier tout l'appareil judiciaire pour juger les violences, rien que pour ça, sans parler de la prévention. On rappelle que les violences sexuelles sur les enfants, ça concerne 3 enfants par classe, 1 enfant sur 10 en gros. Et ça, c'est sans parler des autres formes de violences physiques, émotionnelles, psychologiques. C'est quelque chose d'extrêmement courant. Actuellement, la protection de l'enfance est sous-financée et c'est pas un accident. Il y aurait aussi un coût culturel. Changer une telle dynamique sociale, ça prend du temps. Les luttes progressistes, c'est des catalyseurs, c'est très bien, mais ça suffit pas pour entraîner tout le monde. Il faut que la majorité se remette en question. C'est toute la société qui doit changer son rapport aux enfants. Par exemple, commencer à les traiter comme des vraies personnes, prévoir leur place dans les espaces publics, etc. Si on changeait tout ça du jour au lendemain, on se rendrait compte qu'un grand nombre de familles est touché par les violences sur les enfants, on comprendrait que c'est chez eux que les enfants sont à risque. Ça ruinerait l'image bonheur, partage associée à la valeur famille. Il y aurait aussi, on l'a encore, une remise en question du père en tant que genre social. Il faut ajouter à ce contexte culturel que le pouvoir est pensé comme masculin. La mixité, ça ne suffira pas. Il faut repenser complètement les rapports sociaux. Sinon, on va se retrouver avec des femmes patriarcales qui reproduisent les mêmes structures de domination, ou des fémonationalistes qui récupèrent les idées féministes au service de l'extrême droite. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, troisième coup, voir le monde tel qu'il est réellement, collectivement j'entends, pas chacune dans son coin, aurait un coût psychologique énorme. Avec la levée du déni, la conscientisation de la part de la population masculine concernée, j'entends par là le nombre d'auteurs de violences, ça aurait de quoi donner les jetons à n'importe qui. C'est plus simple de ne rien faire, j'ai rien vu, rien entendu, en plus il est sympa, il m'a aidé à changer ma roue, que de partager la souffrance des victimes. Si on va par là, le féminisme aussi c'est un péril mortel. Vu qu'il y a en général plus de femmes que d'hommes, ça demande un effort colossal du système patriarcal, des violences incessantes et une idéologie. J'ai même vu passer le terme de colonisation psychique pour persuader les femmes qu'elles sont inférieures et les hommes supérieurs. Alors un mouvement qui dit que c'est des conneries, ça enraye la machine.
La remise en question de la figure dominante du père, ça menace le patriarcat, notre civilisation actuelle, et les mecs qui peuvent pas trop miser sur leur qualité humaine pour pécho, mais pas du tout l'espèce humaine. L'espèce humaine, elle a déjà essayé plein de trucs, plein de configurations différentes. Le modèle monolithique qui se fendit actuellement à l'échelle de l'humanité, c'est très récent finalement. Le livre « Au commencement était le sexe », non, c'est pas le même que celui de tout à l'heure, de Cacilda Geta et Christopher Ryan, donne plein d'exemples à ce sujet si ça t'intéresse de creuser, on va y revenir tout à l'heure. Troisième morceau de notre devise, la patrie, qui est mise à mal par l'antinationalisme d'un côté et l'antiracisme de l'autre. On glorifie la patrie, la mère patrie même, là on a le droit d'avoir des mères, pour laquelle il faut se sacrifier. Les hommes à la guerre, les femmes pour faire des bébés qui deviendront de la chair à canon. Binarité, j'écris ton nom. Mourir pour la patrie, ça a quand même beaucoup plus de classe que se dire qu'on va envoyer les pauvres, zigouiller les pauvres d'en face pour défendre les intérêts de quelques privilégiés, qu'ils soient capitaines d'industrie ou rois, peu importe. C'est pourtant bien ce qui se passe. Un exemple parmi mille. J'écoutais l'autre jour un podcast sur Pierre de Coubertin qui nous expliquait sans trembler des genoux que ce brave de Coubertin, un noble donc, c'est important pour la suite, voulait permettre aux gens, par le sport, de se rencontrer par-delà les frontières, de faire connaissance pour favoriser la paix. Parce que c'est l'ignorance des peuples qui engendre les guerres, tu sais. Je peux te dire que ça m'a fait rager cette histoire. Pardon, mais en 2024, on pourrait arrêter de faire semblant de croire des conneries pareilles ? Les guerres, elles n'ont pas lieu parce que des braves gens veulent défendre leur mère patrie et pensent que leur équivalent dans le pays voisin est un abruti. Elles ont lieu parce que ça en arrange certains, les riches, qui décident. Et après, oui, on va cultiver l'ignorance, le patriotisme pour pas trop poser de questions et partir la fleur au fusil. Mais ça, c'est la conséquence, pas la cause de la guerre. C'était par exemple toute l'idée derrière l'internationale socialiste, autre péril mortel devant l'éternel. Les nations, les frontières, c'est encore un truc pour coller des hiérarchies, limiter les libertés, créer une binarité entre nous et les autres. Quand on a une patrie, on peut décider qui a sa place dedans ou pas. Et dans une dynamique un peu différente, l'antiracisme aussi, ça fout des coups de masse dans la charpente. Parce que ça consiste à mettre en évidence d'autres structures de domination, en plus du genre de la classe sociale. Domination, on le rappelle, qui peuvent parfaitement se cumuler, c'est pas fromage ou dessert. C'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme anti-français ou russe ou je sais pas quoi. Parce que ce sont des entités dominantes. Oui, il peut y avoir des haines historiquement entretenues, un patriotisme exacerbé, tout ce qu'on veut, oui. Mais c'est pas du racisme. Parce que le racisme, c'est pas juste de la haine de l'autre ou de l'ignorance, même si c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Rappelons au passage que la lutte contre l'immigration n'a pas pour but d'empêcher l'immigration. Déjà parce que c'est pas vraiment possible, et aussi parce que sans l'immigration, certains secteurs s'effondreraient. Le but de la lutte contre l'immigration, c'est de disqualifier la main-d'œuvre immigrée, les empêcher d'accéder aux mêmes droits que les autres, pour pouvoir les exploiter plus facilement. À ce stade, tu commences à comprendre la musique. Tu peux pas maintenir notre belle civilisation impérialiste et suprémaciste en abolissant les frontières ou en instaurant l'égalité raciale. Voilà pour la patrie. Faisons un petit point maintenant sur la binarité. Les réactions violentes contre les personnes LGBTQI+, elles font bien ressortir qu'on vit dans un monde qui cloisonne tout. Au-delà du genre, tout est pensé sous un angle dualiste, polarisé. Si tu prêtes un peu attention, tu vas vite le remarquer. Et là, je sors ma petite liste, toujours sans ordre particulier. Hommes et femmes, hommes et animaux, nature et culture, raison et émotion, esprit et corps, inné et acquis, propre et sale, bien et mal, riche et pauvre, jour et nuit, travailleur et paresseux, intelligent et stupide, beau et laid, essai et fiction, pensée et action, noir et blanc. La liste n'est pas exhaustive. Il n'y a pas de place pour l'entre-deux, la fluidité, la nuance. Et alors ne parlons pas de ne se poser nulle part sur ce spectre, c'est encore pire. Si on regarde bien, c'est partout pareil, et il ne doit y avoir qu'une seule bonne réponse, simple, idéalement qui tient en un mot. Et les personnes trans, non-binaires, intersexes, quiconque qui ne respecte pas sa petite case pour une raison ou une autre, ça vient fragiliser ce socle, qui est le fondement du patriarcat, et on rappelle que c'est pas les femmes qui ont inventé le sexisme ou les noirs le racisme, contrairement à ce qu'on peut entendre aussi. Donc oui, dire stop à la binarité, c'est la fin de la civilisation.
Ce qui ne veut pas dire que la colère divine va s'abattre sur nous, ce serait même une bonne chose. Enfin, de dire stop à la binarité. Un autre truc qui fragiliserait bien notre civilisation, ce serait la révolution sexuelle. Alors je parle pas de celle des années 70, qui si elle a bien sûr fait avancer les choses, a quand même surtout bien servi les hommes et les pédocriminels. Non, je parle d'une vraie révolution sexuelle, où on casserait bien les mythes de la faible libido féminine, de la monogamie hétérosexuelle, et tout le reste c'est contre nature, ou le sacro-saint mariage par exemple. Parce que certes, les choses avancent tranquillement, mais la sexualité féminine reste carrément plus stigmatisée. Tiens, par exemple, il n'y a qu'à voir la tendance masculiniste du body count sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une femme qui a plus de 3 partenaires, oui, ça va vite, est perdue, tout ça, c'est une catastrophe. Mais ce genre de schéma, c'est aussi indispensable pour que le monde patriarcal tourne. Une femme normale n'est pas censée avoir beaucoup de désirs. Sinon, imagine, le monde deviendrait littéralement un bordel, ce qui est incompatible avec la famille et le mariage. Nous ne sommes pas faites pour la monogamie, c'est la thèse de « Au commencement était le sexe », donc de Calcida Geta et Christopher Ryan, qui jette un nouveau regard sur l'histoire de la sexualité et les théories scientifiques claquées sur ce sujet. Le livre débunk, entre autres choses, le mythe de la faible libido féminine. Selon la thèse la plus répandue, le sexe serait un service que les femmes rendent aux hommes. Se conclut un contrat sexuel. En vertu de ce contrat, les hommes offrent des ressources en échange de cet accès exclusif à la sexualité d'une femme. Et les femmes se laissent faire en faisant la liste des courses en même temps. Joie, bonheur et volupté. Le clitoris, on se bat. Le fait que les femmes peuvent avoir des orgasmes multiples assez facilement et braillent comme des putois, non, ça c'est pas dans la Bible, ça doit être une erreur de design. Dans cette lecture, la transmission des gènes est le seul but dans la vie. La faible libido des femmes est nécessaire, parce que si les femmes se mettent à offrir le sexe gratuitement et sont indépendantes par ailleurs, leur mythe du contrat sexuel s'effondre. Selon Darwin, le sexe, mais surtout l'accès exclusif à une femme en particulier, c'est censé être la récompense de l'homme triomphant. Ce qui lui permet d'assurer sa paternité. Oui, encore un truc qui est un petit peu dur à dire sans glousser. Les hommes ont appris à avoir une vision de propriétaire sur les femmes, en vue de ce contrat. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui gardent cette vision n'arrivent pas à avoir des relations saines et égalitaires avec les femmes, parce qu'ils voient le mariage et les relations sous un angle transactionnel. Je t'offre un verre, tu me tailles une... enfin, t'as pigé quoi. Là encore, changer la règle du jeu, je suis pour, mais ce serait vraiment pas anodin. Car énormément de trucs ont été mis en place dans cette optique de contrat sexuel, pour contrôler le corps des femmes, du mariage monogame à l'interdiction de la contraception, en passant par la pénalisation de l'adultère des femmes, l'article rouge du Code Napoléon dont parle Mathilde Larère, ou l'interdiction du divorce. Encore aujourd'hui, l'abrogation du divorce sans cause est une revendication masculiniste, parce qu'il est majoritairement demandé par les femmes. Le mariage monogame n'est pas indispensable, mais c'est le fondement du patriarcat. S'il était si naturel, on n'aurait pas besoin de déployer autant d'efforts, de lois, pour le maintenir en vigueur. Moi, ce qui m'éclate, c'est que nos garants de la civilisation sont constamment en train de dire que c'était mieux avant. Mais là, on voit bien que ce « avant » n'est pas trop lointain quand même. Parce que avant l'avant, il y avait d'autres façons de faire ou de voir les choses qui ne leur plairaient pas trop non plus. Et je vais finir en parlant un peu de liberté qui est la thèse centrale de « Au commencement était », notre fil rouge. Parce que fondamentalement, quand on lit tout ça, leur vrai souci, c'est la liberté. La vraie, pas une liberté de façade. La liberté, c'est un état d'esprit global, pas une formule magique qu'on écrit sur le fronton des mairies comme un vœu pieux avant de passer à autre chose. Un état d'esprit qu'on a sans doute du mal à pleinement imaginer aujourd'hui parce qu'on ne baigne pas franchement dedans. Les auteurs citent 3 libertés fondamentales desquelles doivent découler toutes les autres. La liberté de quitter les siens, par opposition à « la famille, c'est sacré ». La liberté de désobéir, par opposition à « la loi et l'ordre », la violence comme outil de contrôle. Et la liberté de reconfigurer sa réalité sociale de façon saisonnière ou permanente, par opposition à un système monolithique et figé. Et je ne cesse de repenser à cette phrase qu'un champion m'avait sortie sur LinkedIn, qui m'avait un peu scié sur le coup, même si après cette analyse on voit bien que non, en fait c'est logique. Il m'avait demandé « Mais jusqu'où ça va aller cette histoire d'égalité ?»
Cette phrase finalement elle dit tout. La liberté, l'égalité, c'est bien sur le papier pour aller juger ceux qui sont moins libres, moins égaux, moins civilisés que soi. Mais dès que ça se traduit dans la vie réelle, que des groupes habituellement dominés revendiquent un millimètre de liberté, notre système s'effondre parce qu'il est basé sur le contrôle. Il peut pas y avoir de patriarcat mou, bienveillant, je sais pas quoi. Ça passe ou ça casse. Tiens, revoilà notre dualisme. En réalité, si on veut vraiment la liberté, c'est toute la société qu'il faut réorganiser pour empêcher une personne d'avoir du pouvoir sur les autres. Ciao, notre civilisation patriarcale fondée sur le culte du chef. Notre civilisation a peut-être favorisé l'art, la culture, la philosophie, mais aussi la police, le contrôle, la bureaucratie. Dans un autre modèle, ces inconvénients ne seraient peut-être pas inéluctables. Des contre-exemples semblent exister, la vie citadine peut exister sous différentes formes d'organisation, mais quand on vante les mérites d'une civilisation, on n'a pas le droit de sélectionner juste les aspects qui nous arrangent et de minimiser le négatif, la coercition, le racisme, la discrimination, les hiérarchies, etc. Donc pour conclure et remettre les pendules à l'heure, avec ce tour d'horizon, j'espère que tu vois mieux pourquoi les arguments de type « il y a des combats plus importants » et « c'est pire ailleurs, vous avez pas mieux à faire » ne tiennent pas. Tout est lié. Du masculin générique aux violences intrafamiliales en passant par ton job, ta maison, tout. On peut pas juste dire « on va mettre des rustines par-ci, par-là ». Parce qu'effectivement, oui, toucher un des murs porteurs, ça va faire s'effondrer la maison, la crainte est justifiée. Mais là, la maison, elle est bourrée de termites et de moisissures, elle craquelle de partout, donc bon. Autant faire une démolition propre que d'attendre que le toit nous tombe sur la tête ou qu'on chope une maladie. C'est aussi pour ça que pour des gens qui veulent maintenir le statu quo, l'extrême gauche, c'est pire que l'extrême droite, forcément. De la part de gens qui sont menacés par la liberté, l'égalité, la sororité. C'est logique. Mais plus sérieusement, ces alarmismes, ils servent aussi à cacher des vrais soucis. Reprenons l'exemple de l'écriture inclusive. C'est un péril mortel, car on utilise des barbarismes comme autrice, un mot qui doit avoir au bas mot 500 ans. Et apparemment, ça va détruire l'une des langues les plus répandues au monde. Mais on se fout éperdument de l'IA, qui pourtant, avec ses traductions aussi automatiques qu'approximatives, fait bien plus pour malmener la syntaxe que toutes les tournures inclusives du monde. On se fout tout autant de toutes les langues plus locales qui ont été ou sont détruites par la diffusion massive et artificielle du français. Autre exemple, c'est bien le patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc, expression est de Bell Hooks, qui risque de causer la fin du monde et l'extinction de notre espèce via le réchauffement climatique. Pas l'IVG ou le congé paternité. Dernier exemple, on a l'impression que pour certains, les personnes trans sont un péril mortel pour la civilisation car elles viennent malmener la binarité de genre. Oui, ça aussi c'est une connerie en soi, on en reviendra une autre fois. Mais en fait, ce sont les personnes trans qui courent un péril mortel, notamment à cause de ces rhétoriques alarmistes. Environ 350 meurtres par an dans le monde. Enfin, ces discours trahissent de grosses contradictions. Si t'étais si sûr de la grandeur de ta civilisation que c'était le nec plus ultra, tu ne la croirais pas si fragile, et aussi t'aurais pas besoin de l'imposer par la force, tout le monde en voudrait. Les discours alarmistes de fin du monde, ils ont pour but de nous faire peur, de nous figer. C'est une forme de contrôle. Et donc oui, en rire devient une arme pour ne pas céder à la peur et à l'inaction. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. À la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode, au commencement était Une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber et David Wengrow, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, En bon père de famille de Rose Lamy, Au commencement était le sexe de Christopher Ryan et Cacilda Geta, La loi des pères de Patrick Jean, Rage Against the Machisme de Mathilde Larère et le travail de Bernard Friot. Tu trouveras plein de conférences sur YouTube. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!